ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai encore une invitée de marque. Enjoy Phoenix est avec nous ce soir et elle vient nous raconter ses histoires paranormales, des histoires qu'elle n'a jamais racontées auparavant et Dieu sait qu'elle en a. Hein. Elle en a vraiment une flopée, donc elle ne m'a pas raconté ses histoires, comme ça j'ai vraiment... Non, t'auras l'exclusivité là. Les Même réactions. toi tu seras peut-être un peu... J'ai trop hâte. Bon, alors, moi j'ai d'abord une première question pour toi, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas cet aspect un petit peu plus paranormal que tu aimes beaucoup comme moi. C'est quelque chose que tu as aussi depuis que tu es toute jeune, hein. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai grandi dans une famille où on a toujours été hyper... on a toujours beaucoup partagé en fait sur le paranormal. Ma grand-mère est médium, mon père l'est aussi. Et en fait, quand j'étais petite, je voyais des trucs et je pensais pas que c'était des personnes de l'au-delà. Ouais. Et puis très tôt, en fait, ma grand-mère m'en a parlé, mon père m'en a parlé. Enfin, c'était vraiment pas un sujet tabou à la maison. Et puis on avait souvent ce truc de dire bon bah voilà, on n'est pas tout seul, il y a des gens, etc. On a toujours été voilà très branchés sur les énergies et tout. Donc en fait, j'ai vraiment grandi avec ça depuis toute petite. Et puis après, il y a eu un long moment pendant mon adolescence où j'en ai pas vraiment parlé, où j'ai un petit peu occulté toute cette partie de moi parce que ça me faisait peur. En fait, des fois, je voyais des choses où j'avais des ressentis, des impressions qui m'effrayaient. Puis il m'arrivait toujours des trucs que je pouvais pas contrôler, que je maîtrisais pas. Et j'avais souvent ce réflexe de dire c'est bon maintenant, laissez-moi tranquille parce que ça me fait peur. Donc en fait, pendant très longtemps, j'ai un peu coupé le lien, tu sais. Et on dit toujours qu'une fois que tu l'as coupé, c'est très difficile après d'y revenir en fait. Et il y a quelques années, j'ai recommencé à sentir en fait pas mal de choses dans des lieux, dans des endroits. Et je me suis dit c'est trop dommage en fait de pas profiter de cette sensibilité. J'appelle pas vraiment ça un don parce que pour moi c'en est pas vraiment un, mais c'est plus une sensibilité et d'en faire quelque chose ou au moins d'essayer d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis je suis toujours en fait dans ce chemin parce que j'ai que 26 ans donc j'ai encore le temps. Et je pense que c'est un truc qui prend quand même du temps à revenir et à exploiter. D'essayer de retrouver un petit peu toute cette sensibilité plus accrue que j'avais avant et de voir si je peux être utile en fait. Parce que c'est surtout ça en fait qui m'intéresse. Donc. Ok, cool. Et dans ta pratique, j'ai envie de dire quotidienne, quelles sont les petites choses que toi tu aimes mettre en place? Est-ce que par exemple tu travailles avec le cycle lunaire? Est-ce que tu travailles avec les pierres? Quelles sont pour toi voilà, les petites choses qui t'aident dans ton quotidien? Je me protège tout le temps. Ça c'est un truc en fait que je faisais pas avant, mais tu vois, même quand je fais des collaborations avec des gens ou même quand je vais dans des endroits ou dans des événements, enfin j'ai vraiment ce petit rituel de protection en fait avec des prières, avec des mantras, avec des pierres aussi sur moi que j'utilise quand même beaucoup. J'ai toujours un œil de tigre soit dans mon sac, soit dans ma poche, enfin je sais pas, je suis un peu parano de ça, mais aussi parce qu'on fait un métier où on est très exposé tout le temps. Et quand j'étais petite, ma grand-mère en fait elle me disait, enfin j'ai une partie de ma famille qui est corse, tu vois, donc en fait on se protège beaucoup du mauvais œil, genre c'est vraiment le truc. Quand quelqu'un te dit du bien de tes petits enfants ou de quelqu'un d'autre, tu sais, tu fais les signes du diable comme ça derrière ton dos pour protéger du mauvais œil. Donc j'ai toujours grandi là-dedans. Donc voilà, je me protège quand même beaucoup. Et sinon il y a quand même des outils avec lesquels je travaille pour me guider au quotidien. Donc principalement le pendule et les oracles. Ça c'est vraiment un truc qui me permet d'être, on va dire, constamment connectée à mes guides. Et donc dès que j'ai une question ou dès que j'ai une interrogation ou dès que je sens que voilà j'ai besoin d'être guidée, je le fais pas tous les jours hein, mais souvent quand même je tire des cartes d'oracle et ça me, enfin c'est toujours tellement pertinent que du coup genre bon voilà. Mais les oracles et le pendule vraiment quand je ressens le besoin d'aller plus loin. Donc ouais, ça c'est une pratique que je fais quand même assez régulièrement. Ok, trop chouette. Bon et bien je propose qu'on démarre avec ta première histoire. Alors, première histoire, je vais commencer par un truc assez rentré tu vois, dans la matière. Quand j'étais petite, on avait vraiment l'habitude, chez moi, je crois que c'était un truc de famille, de perdre des affaires. Donc en fait, il y avait toujours quelque chose qui disparaissait. Que ce soit les clés, que ce soit un portefeuille, que ce soit n'importe quoi. On perdait toujours tout. Mon père, il nous disait toujours à ma sœur et moi, c'est les lutins qui l'ont pris. Tu vois, en rigolant, du style, il y a des lutins dans la maison et c'est les lutins qui ont pris les affaires et qui les ramèneront peut-être jamais. Et il y a des choses comme ça qu'on n'a jamais retrouvées, qui sont dans la maison, on le sait, mais qu'on n'a jamais retrouvées, et des choses qui sont réapparues des années plus tard sans qu'on se rende compte de pourquoi c'était là quoi. Et c'est un truc qui est toujours resté dans ma tête et je me suis dit c'est drôle quand même cette histoire. Mais je l'avais jamais associé à un fait paranormal. Et depuis 5 ans à peu près, peu importe où je vais dans la vie,
je perds mes affaires. Ok. Mais je suis vraiment quelqu'un qui perd toujours ses affaires. Et il y a des trucs que je sais pertinemment que je ne retrouverai jamais. Et il y a des choses que je vais retrouver genre 3 semaines plus tard alors que je sais pertinemment que j'ai fouillé ma maison dans tous les... Et un jour j'ai fait le test et je me suis dit bon écoute, là il doit y avoir un truc, c'est pas possible parce que tu peux pas, en fait il y a des trucs genre tu peux pas perdre tes clés comme ça, c'est pas possible, tu sais que tu les as posées sur ton petit porte-clés quand tu rentres chez toi, elles sont forcément là. Un jour je perds mon portefeuille, je le cherche pendant 2 semaines, je fais du pendule pour le chercher, je le trouve pas. Vraiment je te jure, j'ai retourné la maison, j'étais énervée parce que j'étais là, c'est un portefeuille, c'est pénible. Je monte dans mon bureau et là genre je verbalise le truc et je dis rendez-moi mon portefeuille. Mais je le dis vraiment parce que j'étais sûre et certaine qu'on me l'avait pris. Je dis rendez-moi mon portefeuille. 2 jours plus tard, Henri m'appelle, il me dit j'ai ton portefeuille. Il était dans ma voiture, je dis c'est pas vrai. Sa voiture on l'a retourné. Il était dans le vide-poche de sa voiture. Le truc que tu vois. Oui, tu le vois. Oui. Non, il était là et j'ai dit non c'est pas possible, je te crois pas. Et c'est pas le genre de truc en fait que tu peux ne pas remarquer, c'est pas le genre de truc, enfin tu te dis non il y a un truc, c'est pas possible. Et plusieurs fois je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je perdais des affaires et que je demandais à ce qu'on me les rende, je les retrouvais. C'est ouf. Mais est-ce que tu penses du coup que c'est plutôt genre une entité qui fait bouger tes affaires et qui du coup te les rend plus tard, ou bien c'est tes guides qui t'aident à te ramener tes affaires? Parce que par exemple ma grand-mère, elle me disait quand tu perds quelque chose, c'est toujours demander à Saint-Antoine. Oui, Saint-Antoine de Padoue. Oui, on le connaît celui-là. Tu dois demander à Saint-Antoine qui t'aide à retrouver ton truc. Elle dit franchement quand tu cherches un truc dans ta maison, tu dis bon allez Saint-Antoine aide-moi un peu à montrer où c'est. Et généralement elle dit dans l'heure ou dans la journée tu vas retomber sur le truc sur lequel tu cherches. Donc je me demande si c'est une aide des guides qui t'amène vers l'objet que t'as perdu, ou bien si c'est vraiment un petit farceur qui cache. Bah écoute, je sais pas, parce que en soi c'est des choses qui peuvent m'arriver un peu partout, donc est-ce que c'est une entité qui me suit? Je pense pas, mais il y a toujours ce truc en fait de se dire il y a comme, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une 3e dimension, enfin une 4e dimension où en fait les objets vont et reviennent. Un petit peu comme les chaussettes dans la machine à laver. Non mais oui c'est ça, non mais pour de vrai tu vois. T'es sûre d'avoir mis tous tes paires et t'en as quand même qui manquent à la fin, t'es là mais c'est pas possible. Mais je me dis on n'est pas fou, et je suis sûre que ça arrive à plein de gens qui regardent cette vidéo de perdre des affaires et de retourner la maison et que tu retrouves jamais ces trucs alors que tu sais très bien que c'est là. Et je me dis non, il doit y avoir une dimension parallèle, parce que j'ai déjà entendu des phénomènes de vortex. Bien sûr. Quand je suis allée à Fougeray, elle m'expliquait, tu la connais cette histoire le livre du livre, et surtout mais moi de la petite voiture qui a changé de pièce quand même. Un livre qui avait été lancé contre un mur et qui avait traversé le mur, elle m'avait dit. C'est ça. Et nous on a été témoins de ce van qui change de pièce alors qu'on était dans le château. Donc je me dis il doit y avoir quelque chose comme ça, et moi à chaque fois je me dis toujours bon c'est... Voilà quoi. Donc ça c'était une toute petite histoire paranormale pour rentrer en matière, mais c'est des choses qui m'arrivent assez fréquemment et qu'avant j'associais pas du tout à du paranormal, mais maintenant j'en suis convaincue que c'est ça. C'est comme les bruits par exemple, enfin je sais pas si t'avais vu la dernière exploration que j'ai fait avec Gaëlle justement à Fougeray. À Fougeray, ouais. Dans sa vidéo à elle, quand on faisait notre facecam où on racontait nos histoires paranormales, on a eu un bruit terrible dans la cuisine juste derrière nous. Elle est horrible cette cuisine. Avec comme si quelqu'un faisait tomber de l'argenterie dans la cuisine. Et plus tard, j'en ai discuté avec un médium qui m'a expliqué que tu pouvais aussi avoir, non pas, que c'était pas une entité qui avait fait quelque chose dans la pièce, mais que c'était un bruit qui, dans un loop de temps, revient à certains moments. Et donc il m'expliquait que par exemple, si, imaginons qu'il y a des centaines d'années, une servante a fait tomber de l'argenterie, a cassé quelque chose et que ça a découlé qu'elle s'est fait punir ou battre ou un truc comme ça, ça peut être associé à un moment qui a été tellement traumatisant pour la personne que ce bruit, comme un coup de feu par exemple aussi, peut être réentendu à certains moments des années plus tard. Putain, c'est hyper intéressant. C'est marrant parce que je crois qu'on m'avait jamais expliqué ça, mais c'est super intéressant, c'est pas étonnant. Parce que tu te dis, ça peut être un toquement par exemple. Est-ce que c'est un toquement là maintenant, ou est-ce que c'est un toquement qui est pris dans une boucle du temps et qui se reproduit à certains moments, tu vois? Ça c'est intéressant, Faut creuser cette Faut théorie. creuser, écoute, je vais me renseigner. Voilà. Mais bon, deuxième histoire, c'est parti. Deuxième histoire. Alors ça c'est une histoire qui est en 2 parties, parce que j'ai découvert la suite de cette histoire il y a 2 jours.
Et donc c'est pour ça que je suis trop contente de te le raconter parce que je l'ai encore pas raconté à personne. Quand on a déménagé dans notre maison, donc en fait on n'habite pas dans Bruxelles, nous on est dans le Brabant wallon et on habite dans un endroit où il y a eu beaucoup de guerres, etc. Voilà, c'est très chargé. Quand on est arrivé dans cette maison, je la trouvais assez saine, je me sentais bien dedans, mais je trouvais que quand même l'ambiance globale était assez lourde, mais je peux dealer avec ça. Donc j'ai beaucoup nettoyé la maison, je le fais de manière très fréquente, mais il y a un moment tu peux pas changer les énergies du sol sur lequel t'es. Bien sûr. Et en fait, j'ai choisi, quand je suis arrivée, mon bureau, et j'ai pris en fait tout l'étage du dessus qui donne en fait dans des combles. C'est pas une vieille maison, c'est une maison assez récente, mais quand même c'est vraiment sous le toit. Et j'ai été attirée par cette pièce et je me suis dit c'est celle-là que je vais utiliser pour faire mon bureau. Les 2 premiers mois où on a commencé à vivre dans la maison, je disais toujours à Henri, il y a un truc qui va pas. Parce qu'on a 2 étages et au premier étage, j'avais la sensation qu'il y avait quelqu'un au bout du couloir. Mais tout le temps. On a une 2e salle de bain au bout du couloir, puis à chaque fois que je passais devant, tu sais, j'étais un peu prise d'angoisse comme ça et j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un, tu sais. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de monter les escaliers et avant d'allumer la lumière, de tourner la tête et de voir une ombre en fait. Oh là là. Dans la salle de bain au fond. Si bien que je prends jamais de douche là-bas. J'arrive pas à me foutre à poil là-bas, ça m'angoisse, je peux pas, tu vois. Donc je suis allée, j'ai nettoyé plusieurs fois, j'ai demandé avec mon pendule s'il y avait quelqu'un, puis j'avais toujours une réponse floue. J'avais du neutre en fait avec mon pendule. Tu sais, moi il me répond oui, non ou peut-être. Il me mettait toujours peut-être. Et en fait, j'ai fait le lien plus tard que la salle de bain était sous mon grenier. Sauf que dans mon bureau, il y a une pièce dans laquelle je peux pas aller et où j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un. C'est en fait, on a une espèce de petit, comme un débarras, tu vois, un micro-grenier. Et à chaque fois, j'ai Nova, mon chat, qui se fout devant depuis qu'on est arrivé dans la maison et qui miaule et gratte à la porte. Elle ne fait que ça, c'est son activité favorite. Quand tu sais pas où est Nova, c'est qu'elle est devant la porte en train de miauler pour gratter. Elle fait tout le temps ça. Et je me suis dit non, il y a un truc qui va pas, il doit y avoir un truc parce que c'est pas possible et constamment, tu sais, quand je suis devant mon ordi, je sens une présence tout le temps. Mais j'en parle pas, le seul au courant c'est Henri. Un jour, je fais venir un pote à la maison et il dort chez nous et comme en fait j'ai un canapé lit dans mon bureau, je lui dis va dormir en haut. Mais lui, il le sait maintenant parce que je lui ai expliqué, mais il sent en fait les énergies. Mais il s'en rendait pas compte avant, mais c'est moi qui lui disais parce que des fois il venait me voir en me disant ah c'est marrant, on part souvent en vacances ensemble, il dit c'est drôle, là je me sens pas bien, je lui dis oui c'est normal. Mais il le savait pas, tu vois, donc il apprenait et tout. Et je lui dis rien et il va dormir dans mon bureau. Et le lendemain matin, il descend les escaliers. Je lui dis t'as bien dormi? Et il me dit non, j'ai passé une nuit de merde. Je dis mais pourquoi? Il me dit j'ai eu l'impression qu'on m'a regardé toute la nuit. Horrible. Et je lui fais et je lui ai expliqué après, je lui ai dit bah écoute, je crois que je comprends pourquoi tu ressens ça parce que moi je travaille dans ce bureau, je suis là tout le temps mais je suis habituée donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai que si t'as pas l'habitude, tu peux ressentir un peu cette présence et tout. Et donc je vis avec ça. J'arrive pas à le faire partir. Je sais qu'il y a quelqu'un et je vois et j'ai la sensation depuis que je suis dans cette maison que c'est une grand-mère qui est là. Mais je ne sais pas la faire partir. Elle est là. Je peux pas la faire partir, j'arrive pas. Il y a 2 jours, j'ai reçu un outil que je voulais absolument avoir parce que j'espère prochainement réussir à trouver des lieux pour aller faire des enquêtes. C'est vraiment un truc que j'aimerais faire cette année. Et je me suis acheté une Spirit Box. Mais une en fait qui te donne des mots. Donc je la reçois l'autre jour à la maison et je me dis bah attends, je vais l'essayer, tu vois, je vais voir comment ça marche. Mais j'étais pas dans le truc de commencer l'enquête. Donc c'est pas celle avec les ondes radio qui balayent et qui te sort des mots, c'est celle qui où les mots apparaissent directement. Donc t'as 2 modes. T'as un mode où les mots apparaissent et t'as un mode où t'as un mode Ouija où ça va te sortir des lettres. D'accord. Et des oui et des non. Moi je savais pas comment ça marchait, je savais pas du tout si ça allait prendre en compte tous les signaux électromagnétiques qu'il y avait dans la maison. Donc bien sûr t'es chez moi, t'as le wifi, t'as tout machin. Donc je me suis dit bon ça peut créer des interférences. Je te jure, hein, je l'ai allumé. Je fais autre chose à côté. Et là ça sort. Grenier. Écoute, grenier. J'étais toute seule. Grenier. Horrible. Seule. Mort. Bureau. Guerre. 101 ans. Mais enfin, ça c'est ouf. Hanté. Oh mais non. Mais allez. Et je te jure, je regarde ce truc et je tremblais et je regarde mon chien, tu vois, pour essayer de, tu sais, je sais pas, de trouver un truc. J'étais chez moi, donc en plus c'est pas le genre de truc que tu fais dans ta maison parce que tu veux pas, tu vois. Non. Et je l'ai éteint. Et j'envoie un message vocal à ma pote, à mon agent qui aussi y croit, tu vois, je lui dis Karine, je viens de recevoir. Elle me fait non, je dis si, je te jure. Et je rallume le truc et là, plus rien. Et je dis non, c'est pas vrai. Et je suis remontée dans le bureau avec le truc, je rallume.
Rien. Et je te jure, je me suis dit non, c'est pas possible quand même. Genre, comment c'est possible que les 6 premiers mots que la machine me sort, ce soit que des trucs en rapport avec ce grenier, tu vois. Genre, mon bureau en fait, où je ressens des choses. C'est le seul endroit de la maison où je ressens un truc et c'est le premier truc que j'ai. Et en fait, par la suite, je l'ai rallumé. Et après, j'ai eu, là, c'était trop bizarre, j'ai eu plein de prénoms, plein d'âges et j'ai eu plein de régions de France. Oh. Trop bizarre. Et donc peut-être tous des soldats. Et donc, en fait, moi, c'est ce que j'en ai conclu parce que, bon, du coup, les gens qui comprennent vont sûrement savoir du coup où j'habite, mais c'est pas grave. Mais j'ai eu des 100 ans, 24 ans, plein de trucs comme ça, plein de régions de France. J'ai eu Haute-Saône, Ardèche, nanana, plein de prénoms. Mais je te jure, féminin, masculin, j'en ai eu plein. Parce qu'en fait, c'est sûrement construit sur un des champs de bataille de la région, quoi. D'office. Et j'entendais ça et je l'ai fait écouter à Henri qui lui est totalement hermétique et il me dit, j'avoue que c'est quand même bizarre. Je l'éteins et là je dis bon, on va faire l'ultime test. Je rallume, j'étais sur mon canapé et en fait je sais que depuis toute petite, enfin depuis voilà, j'ai des guides. Je sais qu'il y a des gens de ma famille qui sont toujours là avec moi. Dès que je vois des médiums ou parce que moi j'ai pas la capacité de voir, mais dès que j'en vois, me disent toujours que j'ai 2 personnes avec moi et je sais qui c'est. J'allume cet appareil et je demande dans ma tête qui est là, tu vois. Et là j'entends le prénom de mon grand-père qui c'est. Et là j'ai fait genre ok, tu vois, attends, ça va aller. Mais tu vois, j'ai fait bon bah en fait c'est la probabilité pour que le prénom sorte est vraiment super faible. J'ai 2 mots, j'ai eu le prénom de mon grand-père et j'ai entendu et il y a eu le mot seul. Et alors ça m'a fait un truc et je me suis dit bon, cette machine fonctionne. D'office, je vais pouvoir l'utiliser, mais ça m'a fait un truc et c'est l'expérience vraiment qui m'est arrivée là récemment. Ouf. Mais c'est ouf parce que je te jure que quand j'ai acheté cet appareil, je me suis dit bon, tu sais, les appareils comme ça passe ou ça casse, ça marche ou ça marche pas. Est-ce que c'est une de chez Spirit Shop de Jérôme? Celle-là, c'est celle de chez Jérôme que j'ai payé 300 boules, mais vraiment je me suis dit je vais tester quoi. Donc ça a fonctionné et j'étais vachement surprise. C'est marrant en fait comment des fois une machine peut venir confirmer tes ressentis, tu vois. Et ça m'a fait bizarre quoi. Mais c'est dingue parce que je sais pas si tu vois cet américain qui est dans le paranormal aussi et qui va dans des cimetières et qui pose plein de questions et il a une espèce de radio. Oui, ça y est. Et ça lui répond des trucs super clairs, des prénoms, des âges. C'est vraiment dingue. Et l'exploration que j'avais fait avec Océane dans un lieu horrible qui était vraiment c'était horrible. Je sais pas, t'as le don de trouver des lieux vraiment toujours mais genre atroce. Quand Ludo est venu la première fois nettoyer la maison avant les travaux, il est arrivé ici, il m'a dit tu as évidemment choisi la maison la plus hantée de tout le village, mais il dit ça j'imagine que tu t'en doutes. Et je dis mais pourtant quand je suis venue visiter cette maison, j'étais pas en mode effrayée ou j'avais pas une mauvaise vibe, mais j'étais hyper attirée par cette maison. Et alors ce qui est très très bizarre aussi, c'est que tu sais j'ai déjà raconté plein de fois que mon papa a acheté un gîte, une ancienne ferme château qui est hantée à mourir, qui a trouvé sur ImoWeb l'annonce du gîte. Bébé. Et alors, Gaëlle, dans sa maison qui est hantée, a crevé aussi. Quand elle a acheté sa maison, j'avais vu sa maison sur ImoWeb et je m'étais dit, il y a un truc avec cette maison. Et genre, 3 semaines plus tard, elle m'a dit, meuf, j'ai acheté une maison et tout. Et elle me montre, et je là, mais je l'avais vu sur ImoWeb quoi. Et les baraques, je les ai vues. Enfin, c'est dingue parce que même sur une annonce, je peux te choisir la maison où il y a des trucs chelous à l'intérieur. Écoute, je t'appellerai pas pour choisir ma maison si un jour j'en cherche une. Non, et donc avec Océane, on avait fait, et on avait un autre gars qui fait du paranormal qui était avec nous, et qui lui avait une petite machine qui vient justement des États-Unis et qui balaie les ondes radio, mais un truc super puissant, qui est très très rare à trouver, qu'il avait acheté une fortune, mais qui est super efficace. Et là aussi, on avait eu des résultats parce que même si tu captes une onde radio à un moment donné et quand tu te demandes est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais dans cet endroit et que ce qui sort c'est démon, tu te dis la probabilité pour que le mot démon sorte au moment où je pose cette question-là, ou bien est-ce que vous êtes nombreux ici et que ça te répond plein de gens, t'es là mais c'est pas possible, tu vois, ça peut pas être une coïncidence. C'est trop précis pour que ce soit une coïncidence, je suis d'accord. Ça peut pas être un truc où tu te dis, oui, ça peut aller avec plusieurs questions. Est-ce qu'il y a du monde ici? Plein de gens, c'est très clair, tu vois. C'est quand même très clair. Donc c'est ouf. Donc c'est probablement une dame, c'est ça, qui vit, peut-être une dame qui vivait dans une Franchement, ferme, je t'avoue que je sais pas. Et alors en plus, honnêtement, on s'en est rendu compte plus tard, mais on vit pas très loin d'un cimetière. Ah. Et donc en fait je me suis demandé aussi si ça venait pas de là ou je sais pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas plusieurs personnes? Honnêtement. Parce que d'office, quand t'as eu tous les noms et les trucs, ça c'est à mon avis tous les gens qui sont décédés sur le terrain, qui viennent. C'est un peu comme le film Poltergeist, tu vois. C'est un peu ça, mais en vrai. Si ta maison est bâtie sur un ancien. Je serais vraiment curieuse de faire venir Ludo chez moi. Ouais. Pour qu'il
qu'ils disent ce qu'ils ressentent et ce qu'ils voient, parce que je sais que je suis pas folle, tu vois. Ouais. Et que je sens cette présence-là qui n'est pas dérangeante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment, il y a plusieurs phases. Il y a des moments où ça va me déranger. Tu vois, il y a des moments où je vais sentir et je vais être là. N'aime pas. Là, aujourd'hui, ça va pas, tu vois. Ouais. Et il y a des jours, franchement, je suis dans mon bureau, mais par contre, je peux pas dormir. J'ai déjà essayé de dormir dans mon bureau, j'y arrive pas. T'arrives pas. Non, je dors super mal, je suis pas bien, j'ai des comme des espèces de bouffées de chaleur, tu vois, de crise un peu où je me sens pas bien, où j'ai chaud, où je me sens observée, je peux pas dormir dans mon bureau. Ok. Donc, mais je peux y travailler, c'est très bizarre. Putain, c'est ouf. Ouais, c'est... Mais ce qui est possible aussi, c'est que Ludo, la première fois qu'il est venu chez moi, mais pas ici dans cette maison, dans l'ancienne maison, en fait, il m'avait expliqué que tu as dans des maisons des tunnels. En fait, c'est une sorte de porte où ils rentrent et ils sortent, quoi. Nous, dans notre quartier, on habitait dans une toute petite rue avec toutes des maisons mitoyennes. Et c'était assez marrant parce que ma voisine d'en face, qui était de confession musulmane, donc aussi très croyante, les genoux, tous les trucs comme ça, elle faisait super gaffe. Et ma voisine d'à côté, qui était musulmane aussi, et c'était trop space parce que toutes les trois, on avait des événements paranormaux dans la même pièce de chaque maison. Et c'était à chaque fois au dernier étage dans une des chambres du toit. Donc moi, pendant tout un temps, mes enfants ont dormi à 3 dans une même chambre parce qu'aucun des enfants ne voulait dormir dans la petite chambre, qui par la suite est devenu un de mes premiers studios où je faisais mes facecam YouTube. Et j'avais aussi des copains qui venaient dormir à la maison et qui dormaient super mal, qui avaient l'impression d'être observés, qui faisaient des cauchemars pendant la nuit. Moi, Bella, elle m'a plusieurs fois dit avoir vu une ombre noire être en boule dans un coin de pièce et puis se lever, s'approcher d'elle et tout ça. Moi, j'entendais parfois, parce que la chambre de Bella était au-dessus de moi, et parfois j'entendais courir la nuit, et donc je me disais, mais elle est réveillée, elle est debout, puis j'allais voir, et en fait, tout le monde dormait. Il n'y avait pas d'enfants debout. J'ai eu les pas qui descendent des escaliers après un urbex aussi, j'ai entendu quelqu'un descendre les escaliers. Et donc, je commençais à avoir vraiment beaucoup de choses, mes voisins me racontaient un peu les mêmes trucs, et donc je vais venir Ludo pour la première fois dans le cadre d'une émission télé pour Icom où on faisait venir un géobiologue. Et donc, il check toute la maison. Je ne lui dis rien, je lui donne aucune info, je n'en avais jamais parlé sur mes réseaux sociaux. Je le laisse vraiment aller dans la maison. Au plus il monte les escaliers, au plus il me dit que j'ai l'impression d'être étouffé et d'être vraiment pris à la gorge. Et puis il est arrivé dans la pièce, il a dit bah c'est très simple, c'est ici. Et en fait il m'a expliqué, il dit tu as une porte, une ouverture dans cette pièce là. Comme à ce moment là je ne me protégeais absolument pas quand je faisais mes urbex, je ramenais tout le monde avec moi. Et donc en fait c'était le moulin quoi. Ah, c'était le moulin rouge chez moi. J'avais dans tous les sens. Et en fait, il dit, ils rentrent, ils sortent, ils se baladent, ils vont voir les gosses, ils viennent te voir toi dans ta chambre, ils repartent. Et alors, il a fermé complètement cette porte. Et puis après, on a plus rien eu, quoi. Mais au début, à chaque fois que je faisais de l'urbex, j'avais des trucs où, par exemple, en voiture, après, j'avais très mal au ventre. Vraiment, je sentais physiquement. Tu somatisais à fond le truc. Ouais, c'était... Ah là là. Et j'avais des trucs qui se passaient à la maison après. Et en fait, c'est parce que ça s'accrochait sur moi. Et alors, c'était horrible parce que ce jour-là, je pense que j'ai ramené quelque chose. L'endroit où j'ai ramené le pire truc, c'est la ferme du taxidermiste. Épisode où Julien était en journée et il n'a pas su rester. Je sais pas si tu te souviens, cet épisode. Est-ce que j'ai vu cet épisode? Je pense que oui, c'est fort probable. La dernière fois qu'on a voulu y retourner avec Gaël, c'était complètement fermé par la police. Ouais, voilà, c'est ça par là, ouais. Et en fait, c'est une ancienne ferme qui était tenue par un taxidermiste. C'est un truc super glauque. T'as plein de cadavres d'animaux empaillés, c'est horrible. Et t'as des cadavres d'animaux aussi dans la ferme, genre un veau qui est quasiment en état de momification, bref. Et quand j'avais tourné ma vidéo avec le grand JD, il avait profité d'une après-midi où il était encore en Belgique pour tourner un épisode dans cet endroit parce qu'il le trouvait génial. Eh ben, il a été 2 jours, il est resté 15 minutes et tu vois dans sa vidéo, il dit je peux pas rester ici, il y a un truc qui me dérange vraiment, et il est parti en pleine exploration, quoi. Et nous, on a été 2 fois de nuit avec Gaël, on a même fait une séance de Ouija dans le grenier du truc. Non mais toi t'es folle de faire du Ouija. Moi j'ai joué avec le feu à mort au début. Hein. Ça c'est un truc, plus, moi c'est le truc que ma grand-mère m'a toujours dit, quoi. Elle m'a toujours dit, le Ouija, enfin, c'est comme tout, enfin, tu vois, au début, j'ai toujours vraiment un peu diabolisé le Ouija parce que j'ai grandi dans ce truc où le Ouija, c'était très négatif, et c'est surtout qu'en fait, le truc, c'est que c'est aussi dangereux que d'utiliser franchement, faut le savoir, hein, le Ouija, c'est aussi dangereux que de faire du pendule ou que de faire du guéridon ou quoi que ce soit. C'est aussi... En fait, tant qu'on ouvre la porte et qu'on sait pas la fermer derrière, ça craint de ouf. Oui, et puis, à partir du moment où tu utilises ton corps pour demander à avoir une énergie qui se met,
bah tu ne sais pas quelle énergie vient, quoi, tu vois. c'est ça, et donc moi c'est ça, le Ouija je ferais pas, tu vois. Mais là Ça, j'en ai plus fait depuis vraiment très très longtemps parce que j'ai eu quelques mauvaises blagues, mais de cet endroit oui j'ai ramené un truc vraiment dégueulasse. Qui est resté accroché. Qui est resté accroché, et alors quand Ludo est venu faire cette interview là et faire le nettoyage de la maison, on était à un moment donné au restaurant hors cam, hein, on n'est pas filmé à ce moment-là, et tu sais il me parlait, il faisait tout le temps comme ça quand il me parlait, horrible. Donc il me parlait comme ça et en fait il regardait toujours au-dessus de moi. Et à un moment donné je lui dis pourquoi est-ce que tu regardes toujours au-dessus de ma tête, et il m'a dit tu ne veux pas savoir ce que je vois au-dessus de toi, mais il dit par contre dès qu'on rentre à la maison hors cam je ne filmerai pas ça, mais je vais t'enlever un truc dégueulasse qui est accroché à toi. Ludo. Et donc j'étais là, oh c'était horrible, et donc il m'a dit je sais pas si je veux le j'ai envie de le rencontrer, mais d'un autre côté je suis là genre ouais, mais il l'a vraiment enlevé, et alors on a fait ça à l'extérieur, et je sentais vraiment mon corps qui avançait quand il tirait l'énergie, quoi. Il m'a dit, c'est comme, il a dit, alors c'est pas, je vois pas quelqu'un d'humain, mais je vois vraiment comme un espèce de truc brumeux, noir, avec des grands tentacules qui est comme ça autour de toi. Et à ce moment-là dans ma vie, je n'étais bien que quand j'avais beaucoup de monde chez moi à la maison. C'est juste après mon divorce, et j'avais besoin minimum d'avoir 3-4 personnes en plus des enfants à la maison. Je n'étais bien que quand j'avais plein de potes, je me sentais en forme et bien, et quand j'étais seule, j'étais mais fatiguée et pas bien, et en fait il m'a dit mais quand tu as des gens qui sont là, il peut prendre l'énergie des autres, et quand t'es toute seule, il te bouffe toute ton énergie à toi et celle des enfants, quoi. Ultra intéressant. Et quand il l'a enlevé, du jour au lendemain, j'ai eu enfin ce truc de j'ai envie d'être seule. J'ai plus besoin d'avoir des gens tout le temps chez moi. Ça a été instantané. Ouais. Ah oui, tout de suite. Fou. Bon, je pense que tu as encore une histoire à nous raconter. Encore au moins une, oui. Ah, génial. Alors, cette troisième histoire, elle m'est arrivée quand j'étais vraiment plus ado, et en fait elle m'est pas vraiment arrivée à moi, elle est arrivée à mon copain de l'époque. Ok. Donc je te la raconte parce que j'étais là, donc c'était quand même un peu flippant. C'était un mec qui était très nerveux, ok. C'était quelqu'un qui avait, je pense, beaucoup de colère en lui. C'était très compliqué d'être en couple avec lui parce qu'il était très... ça allait, et puis il y avait des moments où vraiment il pétait un câble, et quand il pétait les plombs, vraiment il rentrait dans une colère, mais une rage, je te jure, un truc violent, tel point qu'il tapait dans les murs, tu vois. Okay. C'était ce genre de gars. Ça m'a toujours un peu effrayée, mais je sais pas pourquoi, j'avais quand même ce truc de me dire c'est pas lui, tu vois. C'est pas un comportement en fait qu'il a... Enfin, je sais pas, je trouvais ça bizarre, et je me suis dit il doit y avoir quelque chose en plus parce que c'est trop bizarre. Donc le matin en fait il venait me chercher chez moi pour m'emmener au lycée, et puis ensuite lui il allait dans son lycée, puis il me récupérait le soir, donc on avait pas mal de temps où on papotait, et un matin il vient me chercher, et plusieurs fois il me disait je dors super mal en ce moment, je vois des trucs dans ma chambre. À ce moment-là il y consommait pas mal de drogue. Okay. Faut quand même le dire parce que c'est important aussi. Mais bon, moi je suis pas toujours dans ce truc de parce que tu consommes de la drogue ça va te donner un effet hallucinogène, mais parfois aussi ça peut, et c'est pour ça que l'ayahuasca existe, et c'est pour ça que toutes ces drogues là existent, parce qu'en fait elles permettent de casser un petit peu cette barrière du matériel que tu as, et te permettre en fait d'être vraiment dans ton inconscient, et parfois ça te libère de beaucoup de choses. Bref, on va pas parler des drogues trop longtemps parce que la monétisation va sauter, mais il me disait toujours qu'il avait très chaud la nuit, qu'il avait la sensation que quelqu'un était à côté de lui, qu'il voyait des choses dans sa chambre, tu vois, qu'il avait l'impression en fait qu'il y avait un démon, mais il me disait ces mots-là alors qu'il était pas du tout branché paranormal et tout, tu vois. Et comme il savait que mon père et ma grand-mère c'était des trucs voilà qu'on avait l'habitude d'évoquer à la maison, il m'en parlait pour que j'en parle et tout. J'en parlais à mon père et à ma grand-mère en fait elle regarde mon mec de l'époque, et effectivement elle me dit il y a un truc, un truc accroché, je sais pas quoi, et elle voulait pas lui dire parce qu'en fait elle voulait pas l'inquiéter parce qu'à ce moment-là elle pouvait rien faire pour lui, tu vois. Donc on lui en a pas parlé sur le coup. Et un jour il vient me chercher le matin et il me dit il faut que je te montre un truc. Et là il se met dans la cage d'escalier de mon immeuble, il enlève son t-shirt, il se tourne. Dans son dos il y avait une espèce de grande griffure, vraiment une main comme ça, 4 traces rouges, vraiment, mais tout le long de son dos, et vraiment ça venait d'être fait, hein. Genre, mais pas un truc que lui aurait pu se faire en se grattant, quoi, non, 4 grandes griffes comme ça, tout le long de sa colonne vertébrale, vraiment comme ça en diagonale, vraiment rouge vif, vraiment limite... presque à 100, presque à 100 en fait. Et il me dit... je sais pas ce que c'est. Il me dit j'ai senti un truc cette nuit, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu mal tout d'un coup, et ce matin quand je me suis levée ça me brûlait, et j'ai regardé dans la glace et j'avais ça. Et en fait j'ai regardé ce truc et je me suis dit ok là ça craint de ouf, genre, et je sais pas du tout ce qu'on peut faire pour ça, et je savais pas quoi lui dire, tu vois. Je dis écoute je vais en parler avec mes parents, je te redirai ce qu'ils me disent quoi, parce que moi à ce moment-là je pouvais rien faire. On va en cours, le soir je rentre, j'en parle à ma grand-mère et elle me dit c'est lui en fait. Et c'est
elle me dit on peut rien faire, en tout cas elle me dit moi je peux pas pratiquer un exorcisme, je peux rien faire parce que c'était pas du tout dans ses capacités. Et donc elle me dit c'est quelque chose qu'il a en lui, c'est comme quelque chose qui est, tu vois, qui est un peu collé, qui est toujours avec lui, un peu sur son épaule comme ça, et c'est quelque chose qui elle savait pas comment m'expliquer, comment le matérialiser, mais bref, et elle me demande, elle me dit est-ce qu'il a des accès de rage, et je dis tout le temps, et elle me dit est-ce qu'il est souvent en colère, je dis souvent en colère, il est souvent triste, il est souvent dans sa tête, il fume beaucoup de drogue parce qu'il a toujours l'impression, tu vois, d'être dans un étau, tu vois. Et bref, je lui explique pas vraiment cette chose-là, mais je lui dis tu sais, tu devrais essayer voilà de te calmer un peu, tu devrais je sais pas, essayer de faire un peu de méditation, est-ce que tu penses que ce serait pas important des fois de purifier un peu ta chambre, des trucs comme ça. Mais il croyait pas du tout, c'était pas un truc qu'il voulait faire. Et puis quelques temps après, ses accès de colère étaient tellement violents que moi ça te faisait peur. Ça me faisait peur parce que tu sais, on dit toujours que quelqu'un qui tape dans un mur, un jour il peut te cogner dessus. Donc voilà, on va dire les choses, c'est que moi j'ai eu peur. Voilà, il y avait des moments où il s'énervait vraiment très très fort contre moi et ça m'effrayait beaucoup et j'avais peur. Donc je lui ai dit écoute, là si tu te calmes pas, on arrête quoi. On arrête, et c'est ce qui s'est passé, on s'est séparés parce que c'était vraiment devenu quelque chose de trop extrême. Donc j'ai jamais eu le fin mot de cette histoire. Je sais pas ce qu'il est devenu. Je sais pas s'il a toujours eu ses accès de colère par la suite. Mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête, un peu comme un sentiment d'inachevé, parce que je me suis toujours dit, en fait, je crois que c'est un mec qui est super, mais qui avait comme ce truc de... C'est pas vraiment de la possession, mais tu sais, vraiment comme un peu l'esprit du malin qui est toujours là. Et je suis sûre et certaine qu'il s'est jamais fait exorciser, qu'il s'est jamais fait soigner. Je regrette un peu à ce moment-là de pas avoir eu peut-être le courage de lui dire que c'était peut-être ça, parce que je pense qu'il m'aurait juste pris pour une tarée, tu vois. Et puis surtout, je pense que si c'est quelque chose qui lui appartient vraiment et qui fait partie de lui, à partir du moment où tu vas le confronter et que tu vas lui dire qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour que ça s'en aille, tu peux aussi avoir l'effet inverse de la personne qui va complètement... Qui va s'énerver, qui va devenir agressive parce qu'elle veut pas. C'est un truc de fou, quoi. Ça. Et donc l'autre histoire qui a en lien, c'est pas vraiment une histoire paranormale à raconter, mais ma grand-mère, elle a ce truc des photos. Genre c'est assez impressionnant, tu vois. Elle voit une photo et elle sait te dire tout de suite si c'est un oui ou si c'est un non, tu vois. Rien qu'elle arrive comme ça à sentir des trucs rien qu'à envoyer les photos de quelqu'un. Si bien qu'à la fin, c'était devenu un running gag. Dès que j'avais un crush sur un gars, je lui envoyais la photo, je lui disais t'en penses quoi, elle me disait oui ou non, tu vois. Et un jour, donc je me mets en couple avec quelqu'un et je lui envoie la photo de cette personne et elle m'a pas répondu, elle m'a rien dit, tu vois, et je me dis oh c'est bizarre, bon elle a peut-être pas eu le temps de lire mon message, m'a peut-être pas répondu et tout. Quelques temps plus tard, elle le rencontre en vrai et elle me dit rien. Et puis quelques temps encore plus tard, je commence en fait à avoir des vrais conflits avec cette personne et ma grand-mère me dit écoute voilà, je te l'ai pas dit, c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'ai vu le diable. Elle me le dit comme ça. J'étais là mais attends, tu me dis ça fait déjà 1 an qu'on est ensemble, donc t'aurais peut-être pu me le dire avant, quoi, en fait, tu vois, dès le départ. Elle me dit non mais parce que je voulais pas t'influencer, tu vois, il y a un moment aussi où bon faut pas, voilà. Et puis ça m'a énervée qu'elle me dise ça, parce que moi j'étais pas mal dans ma relation, tu vois, donc j'étais un peu frustrée qu'elle me dise ça, j'étais là mais tu dis n'importe quoi. Puis en plus c'était vraiment un moment où moi je m'étais détachée de ça, parce que tu vois c'était trop, c'est ça, je voulais plus en entendre parler, donc j'étais pas du tout dans ce truc là. Et bah il s'est avéré que dans cette relation, ça s'est très 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 mal terminé, à coup de violence dans tous les sens du terme, genre vraiment, enfin catastrophique. J'en ai jamais parlé sur YouTube, j'en parle jamais parce que c'est pas quelque chose que je souhaite vraiment aborder, mais il s'est avéré que la relation s'est finie comme ça. Quand je me suis séparée de cette personne et que j'en ai reparlé à ma grand-mère, elle m'a dit c'est exactement ce que j'avais vu dès l'instant où je l'ai vu sur la photo et je savais que ça allait se finir comme ça, tu vois. Et d'un autre côté, elle me dit mais le truc c'est que, en fait on dit souvent ça, les vrais bons médiums ne te diront jamais ce qui va se passer. Comme un vrai bon médium peut voir le jour de ta mort mais ne te le dira pas. D'accord. Il y a 2 choses, il y a ton libre arbitre, que tu dois pas entraver le libre arbitre des gens, tu dois pas quand t'as cette capacité là, tu dois pas leur dire quand est-ce qu'ils vont mourir, comment ils vont mourir, tu n'abordes pas ces sujets là parce qu'en fait ça peut influencer la vie entière d'une personne. Bien sûr. Et même si c'est un ressenti ou si c'est quelque chose que tu peux voir, il y a toujours une chance que ça ne se passe pas en fonction des aléas de la vie, tu vois. Et c'est un scénario parmi tant d'autres. Et donc normalement tu dois pas interférer en fait avec la vie de la personne, et donc tu dois pas lui dire, tu peux mettre en garde comme elle l'a fait avec moi, mais tu peux pas dire j'ai vu ça pour toi. Non.
Et quelqu'un, en fait, un médium qui va te dire vraiment, genre, et c'est pour ça, faites attention au charlatanisme et tout, mais quelqu'un qui va vous dire, oui, à telle date, vous allez rencontrer quelqu'un, à telle date, vous allez mourir. Franchement, allez-vous-en, partez, parce que c'est pas quelqu'un, en fait, qui vous veut foncièrement du bien. Non, et puis, généralement, un médium, il a une vision globale du temps, mais pas non plus un jour et une heure précise. Il va voir des événements. Enfin, le voyant chez qui moi je vais, on lui parle, on lui dit des choses. Et donc, en fait, il a des infos qui me donne après oralement et qui me parle à ce moment-là, mais des trucs assez fous. Mais c'est ce que j'expliquais, comment est-ce qu'on peut savoir pour le timing. Il me dit, bah, je sais pas, ça peut être dans un mois, comme ça peut être dans 3 mois, mais en tout cas, je sais que, voilà, il faut faire attention à telle chose, ou la méfiance, ou là, niveau business, ça roule, tu peux continuer à faire comme tu le fais maintenant, y a pas de souci. En fait, il me donne plus des guidances que vraiment il va se passer ça, il va se passer ça. Mais parce qu'en fait, juste, c'est toujours le même problème, c'est qu'il y a de tout, hein, quand on parle de médiumnité, il y a des gens qui sont très sérieux et des gens qui le sont un peu moins. Oui. Et c'est comme je te disais en off tout à l'heure, un médium qui va vraiment vous faire payer un tarif pour une prestation, ça veut pas forcément dire que c'est pas un vrai médium, c'est juste qu'il faut voir l'intention derrière. Généralement, tout ce qui va être de l'ordre de la médiumnité, de la voyance, ça fonctionne principalement au don, en fait, parce que on estime, voilà, que c'est aux clients, entre guillemets, d'estimer le travail que de la prestation que tu leur as fourni, c'est eux qui te donnent de l'argent ou pas. Mais comme je disais, enfin, moi, ma grand-mère, elle a fait ça pendant très longtemps et elle a jamais demandé 1 euro, même si c'était pour se lever en plein milieu de la nuit pour aller aider quelqu'un qui en avait besoin, parce qu'en fait, c'est ça aussi, le fait d'être médium et d'avoir en fait une appétence pour tout le côté psychique paranormal, c'est, allez, tu as ce don, on va mettre des gros guillemets, donc tu en fais profiter les autres, mais tu dois pas en profiter toi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que c'est toujours difficile de parler de ça, et je comprends en fait les gens qui ont envie d'avoir plein d'infos et qui ont envie de payer des gens parce qu'ils se disent que c'est comme ça la garantie d'avoir quelque chose de vrai, de sincère et tout. Mais non, et c'est... Moi, le voyant chez qui je vais maintenant, je reste 1h30 avec lui, c'est quelqu'un qui demande 30 euros. C'est histoire de dire c'est histoire de dire que, voilà, c'est parce qu'il prend de son temps, il ne travaille pas quand il fait ça, donc à ce moment-là, bon, bah voilà, il faut quand même qu'il ait quelque chose. Les voyantes chez qui j'ai été, qui demandaient les 85 euros la séance, ça a été les plus bidonnes que j'ai jamais eu. Les plus chers, c'est généralement les plus bidons, quoi, tu vois. Et ceux qui demandent vraiment juste histoire de dire que, bon, voilà, c'est quand même du temps qu'ils prennent pour nous. Moi, ça me dérange pas vraiment de payer, mais ça me dérange de payer des sommes exorbitantes qui n'ont pas lieu d'être pour ce qu'ils font, quoi, tu vois. Ouais, faut vraiment... Enfin, c'est... Faut vraiment se méfier. Il faut se méfier. Bon, et bien voilà, je pense que on n'a pas fait le tour parce qu'elle a encore des centaines d'histoires. Mais je pense qu'elle vous en racontera encore beaucoup sur sa chaîne, puisque tu vas cette année en tout cas développer un petit peu plus le côté paranormal, histoire et tout ça, donc c'est très très cool, et exploration aussi. J'aimerais, mais c'est cool. J'ai vraiment beaucoup de difficultés parce que je cherche, tu vois, toujours des endroits et pour l'instant j'ai encore rien trouvé qui a déjà été fait, qui n'a pas déjà été fait. Qui est quand même safe aussi, parce que moi je vais y aller seule. Ah, ok. Et voilà, tu vois, donc je cherche parce que je veux vraiment trouver un endroit chouette, et comme j'aime bien faire les choses un peu, tu vois, je suis un peu butée, il faut que je trouve un chouette endroit, mais voilà. En tout cas, je vous mets évidemment sa chaîne juste ici, je vous mettrai également dans la description. N'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne de Marie la vidéo qu'on a tournée ensemble, une journée avec moi du coup. Avec Jill, voilà. Donc là c'est vraiment, en fait, on a fait la vidéo avec Jill où on la sort complètement de juste ton côté sorcière paranormale, où c'est vraiment la vie de ta vie d'entrepreneur aussi, au-delà de ce que tu fais. Ma vraie vie, ma vie de maman. Hyper intéressant. Le quotidien de la vie de tous les jours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.